Merci beaucoup, Madame Bonnefoy. Je vais donner la parole à Monsieur Vaspart, qui est le rapporteur sur les crédits des transports maritimes. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, deuxième territoire maritime du monde, on est loin d'être la deuxième puissance maritime du monde. Je crois qu'il faudra faire attention d'ailleurs au langage quand on parle de deuxième puissance maritime du monde. Sur la partie budgétaire, je ne vais pas avoir trop d'observations, puisque vous l'avez dit d'ailleurs dans votre discours d'introduction, il y a 30 millions, 29-30 millions d'euros de plus, notamment destinés notamment et fléchés sur le problème des sédiments et de l'envasement des ports. Juste un mot là-dessus, j'espère que les démarches administratives ne sont pas de nature à générer beaucoup de retard sur certaines extractions, puisque les vases sont considérés comme déchets, ce qui d'ailleurs, alors c'est normal pour les ports, c'est moins normal quand on extrait des vases qui ne sont pas des vases portuaires. Bon, c'est un autre sujet. Moi j'ai 5 points, Madame la Ministre, c'est peut-être un tout petit peu long, mais 5 points, sur lesquels on a vraiment des questionnements. Vous avez dans l'article 18 quinquies fait un travail important pour améliorer la qualité de l'air, évidemment, et en tout cas le rejet des fumées et des particules des bateaux, notamment en permettant fiscalement des déductions importantes, de l'ordre de 20, 25, 30% suivant les cas, si c'est du gaz naturel, si c'est de l'hydrogène, si c'est pour laver les fumées qui sont des fumées très sales et toxiques, ou l'électricité à quai. C'est un dispositif qui est très bien. La seule question, c'est de savoir s'il y a un élargissement de prévu, puisque vous l'avez réduit également à 30%. Les bateaux doivent utiliser 30%. Oui, c'est ça. Exactement. Dans les eaux territoriales ou en escale. Je crois que c'est ça. Par contre, il y a un dispositif qui me pose problème, c'est pourquoi le crédit bailleur se ferait-il avec une marge financière sur le dos du preneur, puisque vous avez mentionné que 80% au moins de l'avantage en impôts procurés par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite, mais c'est une question quand même, et je souhaiterais faire un amendement si véritablement je n'ai pas la réponse satisfaisante. Deuxième point, le Brexit. Alors, ça a été dit par notre président, c'est un sujet éminemment urgent. Alors l'urgence, c'est aussi avec nos partenaires anglais, bien entendu. Mais c'est urgent et on n'a pas le sentiment que le gouvernement est suffisamment anticipé. J'aurai certainement l'occasion de le dire au moment de la commission et du débat public. Il y a des difficultés. Nous avons un certain nombre de grandes compagnies qui utilisent des ports normands, bien sûr, en dehors des grands ports de Dunkerque, du Havre, etc., mais les ports normands et également les ports de Basse-Normandie que sont Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo et Roscoff. Il y a plus de 200 000 camions qui transitent chaque année par ces cars ferries. Ils transportent du vivant. Et il y a beaucoup de vivant. Aucune plateforme dans ces ports n'est prévue pour réceptionner notamment les animaux. Donc, qu'en est-il exactement? Quel regard porte le ministère sur la question de la régionalisation des ports maritimes? Vous savez qu'un certain nombre de présidents de région ont émis des souhaits de gérer les ports maritimes et ils ont saisi le gouvernement, que ce soit y compris le président de la région Normandie, il l'a dit à plusieurs reprises. Alors j'avais une réponse partielle, mais j'aimerais avoir votre réponse. Il y a également une inquiétude. Je me suis permis de vous en parler jeudi dernier, notamment sur un problème de transposition d'une directive européenne qui a été insuffisamment, qui n'est pas surtransposée, qui a été insuffisamment transposée. Alors, ça génère éventuellement des requalifications. Ça a été le cas notamment du Conseil d'État sur le port de Bordeaux, qui a requalifié une occupation temporaire du domaine public maritime en concession. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment pour les opérateurs des ports. Donc, on a voulu passer un amendement dans le cadre de la loi sur la surtransposition qui n'a pas été acceptée. Vous nous avez expliqué que ça pourrait se faire dans le cadre de la loi LOM.
sauf qu'entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comptez recommander au directeur des grands ports, tant que la loi LOM n'est pas votée et que le dispositif n'est pas rectifié, eh bien de ne pas lancer de concession? Dernière observation, il y a véritablement un problème également sur la redevance d'archéologie préventive sur le domaine public maritime et leurs zones continues. Il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale. Nous nous apprêtions ici au Sénat également à faire un amendement. Comment le perçoit le gouvernement? Bien, merci beaucoup, Madame la ministre. Je vous prends. Alors, sur les enjeux maritimes, donc voilà, moi je pense que c'était important qu'on accompagne aussi le transport maritime dans sa transition écologique, et donc c'est le sens de l'amendement qui a été introduit à l'Assemblée. Je ne saurais pas vous répondre sur la disposition technique, mais ici, le débat, on vous donnera les éléments. C'est bien l'idée à la fois de verdir les motorisations, de traiter les pollutions, notamment avec les fameux scrubbers, et puis d'encourager le développement d'installations électriques à quai pour éviter la pollution des navires lorsqu'ils sont effectivement à quai. Et je pense qu'on a vraiment à avancer dans ce domaine-là. S'agissant du Brexit, je peux vous assurer que le gouvernement est très mobilisé, mais comme me dit souvent Nathalie Loiseau, la difficulté, c'est qu'on doit se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais donc, du coup, on se prépare au pire, c'est-à-dire à l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Ça suppose en effet de remettre en place des contrôles douaniers, des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Ça suppose de le faire de façon coordonnée, et c'est pour ça que nous avons nommé un coordinateur interministériel, M. Vincent Pourquerie, qui doit regarder port par port ce que sont les besoins liés au contrôle douanier. Normalement, en anticipant, on doit être capable de faire les opérations, les déclarations douanières avant d'arriver au port. Ça suppose qu'on s'harmonise bien, on va dire, sur les systèmes informatiques, les CCS des différents ports. Donc c'est un enjeu, et c'est clair qu'il y aura des contrôles physiques à faire, notamment sur les contrôles sanitaires et phytosanitaires. On a un recensement des besoins. On devra déclarer des nouveaux points de contrôle auprès de la Commission européenne, mais je peux vous assurer que le travail est lancé. Je me suis battu pour que la Commission revienne sur la position qu'elle avait annoncée cet été, qui ne connectait l'Irlande qu'aux ports belges et néerlandais, qui était quand même un peu provocatrice, on va dire. Donc ça va certainement être le cas pour les ports de Calais et de Dunkerque, qui sont déjà dans le corridor mer du Nord-Méditerranée, mais sans attendre la discussion sur les futurs réseaux transeuropéens. J'ai également obtenu que des crédits soient affectés, un peu plus de 60 millions d'euros, 65 millions d'euros, pour des travaux qui pourraient être nécessaires dans les ports du réseau central, comme on les appelle. Donc je peux vous assurer que nous sommes mobilisés, et je pense que nous serons au rendez-vous dans toutes les éventualités, notamment l'hypothèse d'une absence d'accord. Évidemment, ce Brexit pose un défi considérable, notamment pour tous les ports qui ont un trafic poids lourd important, tous les ferries qui arrivent dans nos ports. Ça peut aussi être une chance pour les trafics venant directement d'Irlande, parce que la géographie est ce qu'elle est, et que les trajets directs, que ce sont quand même nos ports, les ports bretons, les ports normands, qui sont les plus proches de l'Irlande. Donc c'est aussi une opportunité, évidemment, il faudra la saisir. S'agissant de la régionalisation des ports, le Premier ministre avait indiqué lors du comité interministériel de l'automne dernier que le gouvernement considère qu'il y a 3 grands ensembles portuaires qui doivent rester de la responsabilité de l'État: les ports de l'Axe-Seine, le port de Dunkerque
et le port de Marseille, avec son prolongement sur le Rhône. Je pense que c'est très important et que, moi, je pense qu'on peut tous partager le fait qu'on ne tire pas vraiment parti de notre position, de la longueur de nos côtes, on ne joue pas forcément autant qu'on pourrait le rôle de puissance maritime que devrait avoir la France, et c'est bien l'intention du gouvernement qu'on le joue davantage, à un moment où, en plus, les flux se redéfinissent à l'échelle mondiale avec des projets chinois de route de la soie, et où il faut vraiment penser cette stratégie portuaire, les ports étant considérés comme les portes d'entrée sur notre territoire des grands flux, dans une vision globale, logistique et portuaire, et c'est bien à ça qu'on va s'employer. Ce qui suppose aussi, du coup, et c'est déjà pris en compte dans la programmation des infrastructures, qu'on se préoccupe bien sûr de l'Interland, de la bonne connexion de nos ports avec leur Interland. S'agissant des conventions de terminal, donc moi je vous confirme qu'une disposition est bien prévue dans la loi d'orientation des mobilités pour traiter ce sujet. En attendant, de fait, les ports, soit le modèle concessif leur convient, soit ils sont invités à attendre le vote de la loi. On a vraiment besoin de dispositions législatives pour recréer un cadre qui soit adapté, en tout cas qui redonne une alternative aux concessions portuaires, comme ça avait été requalifié par le Conseil d'État. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre.